Bonjour et shalom pour ce nouveau magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique intitulé Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient. Eh bien, nous avons choisi aujourd'hui de nous pencher sur un sujet de géopolitique régionale en analysant les difficultés et les obstacles qui semblent se dresser face aux divers défis stratégiques d'Israël pour 2019. C'est que d'après les conclusions de la 12e conférence annuelle de l'Institut des études sur la sécurité nationale, qui s'est tenue voilà quelques jours à Tel Aviv, les objectifs stratégiques d'Israël pour l'année en cours dans la région seraient entravés par au moins 4 gros obstacles. Tout d'abord, partant du constat évident selon lequel l'État hébreu bénéficie aujourd'hui d'un impressionnant potentiel militaire, technologique, économique, le général de réserve Udi Dekel, qui est l'actuel directeur de cet institut, et c'est lui qui a écrit ses conclusions, note cependant qu'il existe en ce début 2019 d'assez hauts risques pour le pays de conflagration militaire sur plusieurs fronts à la fois, et que si la stratégie israélienne de défense est bel et bien active contre l'Iran et le Hezbollah au nord et contre le Hamas et ses supplétifs au sud du pays, eh bien cette stratégie manquerait cependant d'objectifs clairement définis, d'après lui, et de vision, surtout en ces temps d'intense polarisation et de bouillonnement à l'échelle de toute la région moyen-orientale. Deuxième conclusion, toujours selon cet institut, les opérations quasi permanentes de Tsahal en Syrie, symptomatiquement baptisées par l'état-major de Tel Aviv du nom de campagne entre deux guerres. C'est comme ça qu'on les désigne, traduction de l'hébreu. Eh bien, ces opérations qui sont censées contrer l'important déploiement des forces iraniennes et du Hezbollah dans ce pays encore en proie à une interminable guerre civile marquent certes des points, ces opérations, au coup par coup, en rasant des arsenaux de missiles iraniens, des QG et des centres de regroupement des gardes révolutionnaires, ou en éliminant aussi des centaines d'officiers et des miliciens chiites envoyés d'Iran ou d'Irak appuyer le régime Assad aux côtés des Russes. Mais ces opérations manqueraient finalement leur objectif central, qui est de finalement arrêter ou de faire sortir le déploiement iranien en Syrie et aussi interrompre totalement les transferts d'armes iraniennes au Hezbollah. Troisième remarque du général Dekel, malgré ces manifestations répétées de la force de dissuasion israélienne sur le complexe théâtre d'opération syrien et dans la bande de Gaza, face à des adversaires qui sembleraient, du moins pour l'instant, ne pas souhaiter déboucher au nord comme au sud sur une guerre totale, eh bien Tsahal a changé de tactique en ce début 2019. On s'en souvient, nous en avions parlé dans notre magazine, dans nos magazines précédents. Eh bien, Tsahal a revendiqué ouvertement, depuis le début janvier, chacun de ces raids ou bombardements anti-iraniens. Mais comme la course aux armements s'intensifie de la part de ce déploiement iranien en Syrie et au Liban, soit directement, soit par l'intermédiaire des supplétifs chiites de Téhéran et du Hezbollah, il existe des risques importants que certains incidents militaires sur le front nord ne se transforment en une confrontation armée d'une toute autre envergure. Autre donnée importante, dans le contexte du retrait américain du Moyen-Orient déjà entamé sous la présidence d'Obama, et confirmé par la politique ambiguë et dissonante de Trump dans la région, notamment après son annonce du retrait partiel et en partie différé du contingent américain déployé au nord-est syrien, cette position fuyante de l'Amérique, a priori fondée sur ses propres intérêts politico-économiques, crée un vide dangereux qui renforce à l'envi les ambitions régionales de la Russie. Et aussi celle plus discrète, mais tout aussi affirmée, de la Chine. Nous en avions aussi parlé dans cette émission. Et ce, alors que la présence militaire américaine au nord syrien s'est avérée jusque-là indispensable pour empêcher l'Iran d'intensifier ses transferts d'armes par le fameux axe routier Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth. Tout ceci étant d'autant plus paradoxal que l'administration Trump attend le résultat des élections israéliennes du 9 avril pour publier son fameux plan de paix du siècle censé résoudre le conflit palestinien déjà plus que centenaire. Cinquième remarque préalable, même si l'importance du conflit israélo-palestinien a beaucoup décliné face à l'amplitude de tous les autres problèmes de la région, les bien meilleures relations de coopération militaire et technologique d'Israël avec les pays du Golfe et les États musulmans sunnites, alliés ensemble, semble-t-il, depuis quelques années face au gros danger de l'hégémonie et du nucléaire iranien, n'ont pas encore été formalisés, regrette le général Dekel. Apparemment, selon lui, ce serait en raison de l'impasse où se trouverait, aux yeux de ces pays arabes, la question palestinienne.
En même temps, ce maintien du statu quo en raison, d'après Jérusalem, de l'absence d'un partenaire palestinien fiable en vue d'un éventuel accord de paix entraînerait toujours, selon Dekel, le gouvernement israélien à devoir passer des accords sécuritaires et même financiers temporaires ambigus avec le groupe terroriste irrédentiste du Hamas, ce qui, d'après lui, entamerait la force de dissuasion d'Israël et marginaliserait les chances de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas de pouvoir prendre un jour le contrôle de la bande de Gaza. Dernière donnée préalable qui font partie de ces conclusions donc écrites par le général Dekel pour son institut. Plus au fond, Dekel considère dans ses conclusions que comme l'opinion publique israélienne souhaiterait majoritairement, il cite le chiffre de 58%, se séparer des Palestiniens grâce à la solution des deux États, du moins d'après les sondages mensuels de ce qu'on appelle l'index de la paix, il serait grand temps, propose-t-il, que l'establishment et les leaders politiques du pays formulent les meilleurs choix pour Israël en incitant dès que possible un débat de fond sur cette perspective. Fin de citation. Un avis qui est celui de Dekel, mais que ne partagent pas évidemment beaucoup d'experts sécuritaires d'État hébreu, pour qui tout retrait israélien de tout ou partie de la Judée-Samarie mènerait tôt ou tard à une catastrophe sociétaire et militaire aux conséquences incalculables. Pour en parler avec nous dans quelques instants, notre invité, le Zvi Mazel, ex-ambassadeur d'Israël dans plusieurs pays. Alors, pour parler aujourd'hui avec nous de la complexité de cette situation géopolitique régionale, avec nous dans le studio, Zvi Mazel. Bonjour Zvi, vous êtes un diplomate israélien chevronné qui fut entre autres ambassadeur d'Israël en Roumanie dans les années 1990, puis aussi en Suède entre 2002 et 2004, et ensuite ambassadeur en Égypte. Zvi, vous êtes aujourd'hui aussi chercheur au Jerusalem Center for Public Affairs, le JCPA, qu'on appelle en français le CAP, Centre des Affaires Publiques et de l'État. Et vous êtes chercheur expert dans les domaines de la géopolitique moyen-orientale et des questions islamiques, et à ce titre, auteur de nombreuses études et analyses sur les pays et les phénomènes géopolitiques agitant notre région. Alors, la question qui tombe sous le sens pour entamer notre débat, Zvi, c'est est-ce que vous êtes tout d'abord d'accord, en gros, avec cette analyse que j'ai rappelée et que je viens de citer en exergue de notre magazine, formulée par le général israélien de réserve Udi Dekel, qui est donc le directeur de l'Institut des études sur la sécurité nationale. En gros, d'accord, pas d'accord ? En gros, oui, mais je crois que la situation au Moyen-Orient n'est pas stable du tout. Même les conflits ne sont pas stables. Et tout peut arriver à tout moment. Donc, tout cela, est-ce que ça correspond vraiment à la réalité ? En détail, probablement non. Je vais vous donner tout de suite un exemple. Hier, et Bibi, notre Premier ministre, a été à Moscou pour parler avec Poutine. Et ils se sont mis d'accord pour mettre en place une commission qui va étudier comment faire partir toutes les forces étrangères de Syrie. Donc, ça concerne qui ? Ça concerne l'Iran et la Turquie surtout. Et peut-être à un moment donné aussi les Russes, qui diront « Ok, nous on a terminé d'une façon ou d'une autre notre tâche, et tout ce qu'on veut actuellement, c'est aider à reconstruire la Syrie. C'est possible. Donc, ouais, tout va très, très vite. C'est très dynamique. Alors, tout ça, c'est bien beau quand nous sommes dans une conférence, n'est-ce pas? Quand la Louf, le général Dekel, dans une conférence, il doit présenter une certaine chose, une certaine vue générale, d'accord? Mais ça change tout le temps, tout le temps. Rien n'est encore joué dans le Moyen-Orient. Et puis, est-ce que une guerre est possible entre nous et l'Iran? Possible, oui, on peut le dire, parce qu'on voit ce que dit l'Iran et on voit les missiles qui sont en train de tester, de préparer, etc., etc. Mais quoi? Ils savent très bien que les missiles israéliens sont nombreux, très précis, ils peuvent toucher Téhéran. Alors, qu'est-ce qu'ils diront? Les ayatollahs, qu'est-ce qu'ils diront à leur population civile, n'est-ce pas? Quand les premiers missiles israéliens toucheront Téhéran et commenceront à le détruire, qu'est-ce qu'ils diront? Nous faisons ça pour les Palestiniens. Qui est les Palestiniens pour les Iraniens? Ils se foutent complètement. D'ailleurs, pour les Syriens, non. Dans les manifestations de ces derniers mois, qui étaient des manifestations plutôt socio-économiques contre la vie chère, la crise et la pénurie, il y a eu des slogans qui demandaient du pain et pas d'argent pour les Palestiniens. Oui, c'est vrai. Ils ont dit... Pas de Palestine, pas de Syrie, nous voulons du pain, un truc comme ça, absolument. Donc écoutez,
parler haut, on peut parler haut, etc., on peut menacer, mais faire une guerre contre Israël alors que la population civile souffrira, moi je ne vois pas. Donc, il y aura de la tension, il y a de la tension, mais une guerre c'est très difficile à prévoir. Oh. Et aussi avec les Hezbollah. Le Hezbollah dépend de la Syrie, du point de vue armement, finance, etc. Alors, si jamais vraiment le Hezbollah décide de nous attaquer, ça sera avec le consentement de l'Iran, prenant en compte que la moitié du Liban sera détruite parce qu'on n'a pas autre chose, n'est-ce pas? Il n'y a pas une armée, une vraie armée Hezbollah. C'est une organisation terroriste. Donc il faudra attaquer le Liban qui est responsable de Hezbollah, en fait, n'est-ce pas? Le gouvernement libanais. Donc écoutez, il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de folie, c'est un fait. Il y a un potentiel de folie. Non, il y a de folie. Quand vous voyez que depuis des années et des années, il y a les Arabes qui massacrent les Arabes. Qu'est-ce que c'est que les ISIS, l'État islamique? Ce sont des sunnites qui massacrent des sunnites, aussi des chiites, n'est-ce pas? Alors, écoutez, prenez la Syrie, et 1 demi-million morts en 7 ans, et prenez la Libye, probablement 50 à 60 000 morts, et prenez la Somalie, des dizaines de milliers de morts, prenez l'Irak, 150 000 morts, Yémen, encore 10 000 ou 20 000 morts, ce sont des musulmans entre musulmans. Donc, écoutez, la première chose à s'occuper, c'est des musulmans eux-mêmes, et qu'eux-mêmes s'occupent d'eux-mêmes pour créer une certaine situation convenable sur laquelle on peut bâtir quelque chose. Pour l'instant, ils bâtissent rien, ils s'entretuent, et ils nous menacent aussi en même temps. Alors, en ce qui concerne les risques de dérapage, finalement, vous avez bien précisé, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir, comme on l'a vu ces 6 derniers mois, je crois que c'était en janvier, on vient de le dire, mais aussi en mai dernier, il y a eu deux moments où les Iraniens ont tiré des missiles, d'ailleurs sans réussir grand-chose vers Israël. Il se peut qu'il y ait des mini-affrontements sporadiques qui se répètent? C'est possible, parce que nous, d'après ce qu'a dit, même hier, Bibi, revenant de Moscou, après avoir parlé avec Poutine, qu'Israël va continuer de cette politique d'attaquer les forces iraniennes en Syrie pour empêcher son établissement. Donc, c'est possible que de temps à autre, l'Iran voudrait montrer qu'il existe et qu'il ne peut pas accepter tout ça dans l'indifférence. Il y aura une certaine attaque qui peut se développer à un petit conflit. Et encore, je ne crois pas, parce qu'actuellement, il faut quand même regarder de près tout cela. L'Iran n'a pas réussi à établir ses forces en Iran. L'Iran est actuellement en train de partir un peu de la Syrie et aller s'établir de nouveau en Syrie. Pardon. En Irak. En Irak. Vers l'Est, c'est-à-dire ils se déplacent vers l'Est. Parce qu'ils ne peuvent pas. On a détruit pratiquement, d'après ce que je comprends, d'après les journaux, d'après certaines sources, qu'on a détruit 80-90% de son potentiel qu'elle venait d'établir, de construire. Donc, et bien sûr que l'Iran ne l'admet pas. Mais qu'est-ce que cela veut dire, établir de nouveau un potentiel d'attaque sur Israël de l'Irak? Tout d'abord, l'Irak est bien plus loin, n'est-ce pas? Mais elle est entre les mains des chiites, d'un gouvernement D'accord, mais quand même, les potentiels, c'est-à-dire la structure militaire qui devra être préparée, même les missiles, sont différents de ce qui se passe. Il y a déjà des missiles iraniens en Irak. Il y a des missiles, mais l'Irak ce n'est pas la Syrie. L'Irak, c'est vrai, se trouve un peu sur l'influence iranienne, n'a pas de doute, mais il y a là-bas la moitié, 25%, je crois, sont des sunnites, et ils ne sont pas d'accord du tout. Et puis l'Irak, comme un État souverain, c'est un État souverain. Pourquoi voulez-vous que l'Irak soit impliqué dans une guerre contre Israël? Parce que l'Irak sera attaqué par nous à ce moment-là. On va répondre, absolument, n'est-ce pas? Donc, écoutez, à mon avis, il faut pas... C'est-à-dire, c'est grave tout cela. C'est ce qui se passe entre nous et l'Iran, et le Hezbollah, et le Hamas dans le sud. C'est extrêmement grave. Ça peut amener une flagration. OK. Mais quand vous regardez de près... Pas des risques cataclysmiques de guerre, d'après vous? Oui, des grandes guerres, non, je ne vois pas, parce que il y aura beaucoup de casses, beaucoup de casses, et l'Iran qui est derrière tout ça, probablement n'est pas
prêts à accepter cela. Alors, vous le rappeliez à l'instant, lors du sommet d'hier, je crois que c'était la 11e rencontre depuis 2015, depuis le déploiement russe en Syrie, la 11e rencontre entre Bibi et Poutine. Il a d'ailleurs, finalement, Netanyahou a plus rencontré Poutine que le président américain, c'est moins qu'on puisse dire. Il y a cette commission dont vous parlez qui a été mise sur pied. Est-ce qu'elle atteste pas le fait que j'ai moi-même rappelé dans certaines analyses que la présence iranienne, même si a priori les Iraniens défendent aussi le camp Assad comme le régime Assad, à moyen terme et peut-être même à long terme, la présence iranienne gêne les Russes. C'est ça que ça veut dire. Absolument. Et est-ce qu'on peut prévoir que, non pas qu'il y a des risques d'affrontement armé, mais qu'il y a des tensions à prévoir entre Moscou et Téhéran? Absolument. Écoutez, en première phase, les Russes, quand ils entraient dans la guerre pour défendre Assad, trouvaient là-bas les Iraniens. Et les Iraniens faisaient les mêmes choses qu'eux, se battre contre les rebelles et aussi l'État islamique un peu, etc. etc. Mais ça, c'est fini. D'une façon ou d'une autre, c'est presque fini. Maintenant, les intérêts iraniens sont complètement différents de ceux de la Russie. La Russie voudrait rester là-bas et reconstruire la Syrie. Toucher les dividendes économiques. Toucher les dividendes, le pétrole, etc., etc., etc. Et l'Iran veut continuer à imposer par la force son influence sur le Liban et sur la Syrie et sur l'Irak et détruire Israël et la Jordanie, etc., etc. Et à un moment donné, probablement, il y aura ici une espèce de bras de fer avec la Turquie, puisque la Turquie est là, la Turquie est sunnite. Et elle gêne. Potentiellement, la Turquie gêne, n'est-ce pas, les grands designs, les grands plans de l'Iran. Ouais. De l'Iran et donc, écoutez, actuellement, il n'y a pas de doute qu'à partir de maintenant, à partir de quelques temps, de quelques mois ou un an, peu importe, les intérêts iraniens et les intérêts russes sont contradictoires. Bien entendu, pour l'instant, ils se rencontrent toujours together dans ce qu'on appelle les forums d'Astana. C'est la capitale de la Kazakhstan, là-bas où il y a la Russie, l'Iran et la Turquie qui se mettent ensemble de temps à autre pour voir comment c'est qu'ils peuvent faire ensemble en Syrie. Mais ça ne peut pas aller trop loin, ça ne peut pas aller parce que ça ne correspond pas. La Turquie voudrait rester, elle voudrait occuper tout le nord de la Syrie, n'est-ce pas? Et pour empêcher les Kurdes syriennes se mettre d'accord avec les Kurdes turcs. Donc actuellement, probablement le conflit entre ces trois-là, Russie, Iran et Turquie, vont commencer. Et bien entendu, Israël aura gagné de ça, il n'y a pas de doute. Et puis, n'oubliez pas aussi quelque chose pour la Russie, c'est très important. Nous avons en Israël plus d'1 million de Russes qui parlent le russe, qui connaissent la Russie, qui font partie de la culture russe, qui voyagent tout le temps. Je crois en Russie, il y avait cette année minimum 200 000 touristes israéliens, vous vous rendez compte? Et ce sont des gens, des intellectuels en partie, qui ont de bons contacts avec la couche importante russe, etc., etc. Ouais. Donc, écoutez, il faut... Pour toutes ces raisons-là qu'on vient d'invoquer, je crois que la présentation du général Dekel a été généralement vraie, mais les choses changent, ne sont pas toujours comme il voulait les présenter. Un fait symptomatique qui a été rappelé il y a, je crois, 10 jours par certaines agences de presse, c'est que pour la première fois depuis la guerre civile syrienne et la présence et le déploiement russe dans ce pays, des commandos russes ont délogé des miliciens chiites donc aux ordres de Téhéran, qui les gênaient dans certains ponts stratégiques. Donc, on a même vu un incident armé. Donc, c'est un potentiel qui existe, d'après ce que vous dites. Absolument, absolument. Écoutez, les Iraniens sont mus par des intérêts ou une inspiration religieuse et nationale en même temps. Et ils ne peuvent pas l'arrêter parce que toutes les potentiels militaire, je dirais militaire, économique même, est basé sur le fait que la révolution iranienne doit continuer tout le temps sans arrêt. Et doit s'étendre. Sinon, un seul régime chiite dans cet océan sunnite ne peut pas survivre comme ça sans rien.
comme c'était en Roumanie. La Roumanie est restée toute seule, État communiste avec Ceausescu, après que tout le monde, n'est-ce pas, a fait sa révolution, et puis après la Roumanie est partie aussi. Donc, l'Iran sait très bien qu'il faut continuer, n'est-ce pas, étendre son influence. Mais ça aussi, c'est impossible. L'Iran ne peut pas arrêter, ne peut pas vraiment croire jusqu'à la fin qu'elle peut imposer son influence sur tout le Moyen-Orient et que tout le monde et Israël seront comme ça. Ouais, donc la volonté hégémonique de l'Iran qui est desservie par les ambitions nucléaires aussi, parce qu'elles sont là exactement pour ça. Ça, c'est grave. Ça, là, vous touchez dans un moment... auront leur fin, d'après ce que vous dites. Oui, écoutez, si jamais on trouve demain matin que l'Iran a une bombe atomique, ça va changer un peu tous les calculs. Parce qu'il faudra l'arrêter de toute façon, mais il faudra l'arrêter de telle façon qu'il n'y ait pas une guerre atomique. Bien entendu. Donc, bien entendu. Mais ça changera beaucoup de choses, il n'y a pas de doute. Est-ce que l'Iran compte là-dessus vraiment? Probablement non à 100%. Ils veulent avoir cette bombe pour être sûrs d'eux-mêmes qu'ils sont forts. Mais utiliser vraiment... C'est une autre question. Alors, pour en venir à l'analyse un peu sophistiquée de tous les théâtres d'opération faits par le général Dekel, que nous avions rappelé tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'Israël ne serait pas en mesure, comme lui-même ce général l'a regretté dans son analyse, de conclure des accords qui concrétiseraient enfin une alliance officielle et déclarée avec certains pays sunnites du Golfe, comme l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, Oman, tant que la question palestinienne, c'est ce qu'il dit lui, ne sortira pas de son impasse actuelle? Ou bien, si on n'est pas d'accord avec lui, pensez-vous que cette menace iranienne est tellement pressante pour ces pays en question, ces pays arabes sunnites, qu'ils ont conscience aujourd'hui qu'il vaut mieux s'allier avec Israël sans attendre que les Palestiniens se dotent enfin d'un leadership responsable, réaliste et moins irrédentiste? Où est-ce que c'est ça? Pourquoi cette alliance dont on parle depuis quelques années déjà, alliance tacite d'Israël avec ces pays-là, pays sunnites modérés, et les pays du Golfe, pourquoi elle ne passe pas un certain cap? Est-ce que c'est à cause du problème palestinien vraiment? Probablement à cause des problèmes palestiniens. S'il n'y avait pas les problèmes palestiniens, Israël aurait eu des accords de paix avec tous les pays arabes. C'est les problèmes palestiniens qui empêchent tout ça. Ça, il faut l'admettre. Est-ce que c'est justifié pour le monde arabe de ne pas avoir de relations avec Israël à cause de la question palestinienne? Probablement non. Parce que en mettant tous les problèmes graves, tous les problèmes économiques et sociaux sur les conflits israélo-arabes, je parle de pays arabes, c'est une grave erreur. Parce qu'ils sont libérés de développer leur pays. C'est ça, c'est un dérivatif. Exactement. Et tout ça a commencé à changer après les événements de 2011. Les printemps arabes, qui n'a pas réussi, c'était absolument. Il a fait venir les frères musulmans, etc. Mais quand même, les rois arabes, les gouvernants arabes, les dictateurs ont compris que les problèmes palestiniens, il faut un peu le mettre en côté. On ne peut pas parler de tout cela. Il faut s'occuper des problèmes internes. Regardez Mohammed Ben Salman. DMBS, n'est-ce pas? En Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'elle fait? Il est sorti à quelque chose d'inimaginable, vision 2030 pour l'Arabie Saoudite, avec un changement total de l'économie, et se débarrasser de se baser sur le pétrole, sur le gaz. Ils veulent tout changer. Ils acceptent même des filles en bikini, n'est-ce pas, dans la nouvelle ville Neom en Arabie Saoudite. Donc, il y a un changement partout, il y a un changement. Seulement, est-ce que ces pays-là peuvent arriver à changer, à développer leur pays dans une période courte? Probablement pas. Il y aura beaucoup de problèmes, mais seulement ils sont tellement imbus par les fonds, l'idéologie musulmane et nationaliste arabe, que je ne le vois pas faire une paix ouverte avec Israël avant qu'il y ait un minimum d'accord avec les Palestiniens. Peut-être même pas, je ne parle pas d'une paix totale, etc., comme la Belgique et le Luxembourg, mais une certaine compréhension
n'est-ce pas? Que les deux côtés, Israël et Palestine, seront d'accord pour continuer, disons, un certain développement économique en attendant une négociation politique, etc. À ce moment-là, immédiatement, vous verrez, je ne sais pas, peut-être 7 ou 8 pays arabes qui feront la paix avec Israël. Il n'y aura pas de problème. Ça sera Oman, ça sera l'Arabie Saoudite, les Bahreïn, ça sera les Émirats, ça sera le Maroc, et Oman, etc., etc. Il n'y a pas de doute. Mais tant qu'il n'y a pas, ça ne marche pas parce que c'était depuis 70 ans, depuis 100 ans, depuis la déclaration Balfour, c'est dans leur trip, tout ça, on ne peut pas changer un truc comme ça facilement. Oui, mais est-ce que même pour franchir cette étape d'accord économique qui serait les prémices de quelque chose de plus large, est-ce que la division du mouvement national palestinien entre le Hamas de Gaza et l'autorité palestinienne de Ramallah d'une part, mais aussi et surtout le type de leadership, Mahmoud Abbas qui a fini son temps, qui depuis 10 ans il est président sans être légalement président, le Hamas a ses propres objectifs. Est-ce que le leadership actuel des deux têtes du mouvement palestinien permettront même cette étape économique, d'après vous? Et pour l'instant, non, parce qu'ils s'occupent de se bagarrer. Et c'est complètement idiot, complètement stupide. Mais on sait actuellement, on croit savoir actuellement que si jamais il y a des élections libres et à Judée et Samarie, la rive gauche du Jourdain, c'est les Hamas qui va prendre. Probablement, il aura la majorité. Mais comme il l'a eu à Gaza après le retrait israélien. Oui. Et alors, Abu Mazen et le Fatah ne peuvent pas accepter cela. Maintenant, alors, ils essayent de faire pression sur les Hamas, sur Gaza, pour qu'ils laissent le pouvoir, qu'ils leur donnent Gaza, qu'ils leur retournent Gaza. Ça ne marchera pas. Donc, ce conflit va durer. Mais le problème est que ce conflit aussi a une influence sur Israël. Quand il y a des problèmes à Gaza, quand Abu Mazen ne paye pas les salaires des fonctionnaires et que la pauvreté augmente, etc., immédiatement, tout ça s'est tourné vers Israël. C'est une chose impossible, n'est-ce pas, quand vous y pensez? Deux Palestiniens qui se bagarrent, c'est Israël qui prend des contre-coups. C'était impossible, tout ça. Et alors, non, ça gêne absolument. Ou bien, Abu Mazen lui-même fait une décision claire, non, et que je reconnais Israël, la légitimité d'Israël, je vais faire la paix, etc., etc. Ça ne va pas arriver, il a 83 ans ou 84 ans, il est malade, il a sa façon de penser, il a été le numéro 2 d'Arafat, donc il y a beaucoup d'empêchements que cela arrive. Mais, puisque c'est un homme assez vieux, et il est malade, il va être remplacé. Il va être remplacé, il va disparaître dans quelques temps, ça peut être demain ou après-demain ou quelques jours, ou bien peut-être dans 5 ans, tout est possible, on ne connaît pas les problèmes de santé. Alors à ce moment-là, il y aura un nouveau. D'après ce qu'on voit, le nouveau, sauf une seule personne, personne n'aura le courage de changer tout ça, la pensée palestinienne, d'une façon vraiment forte. Novatrice, radicale. Non, absolument pas. Donc écoutez, ça va durer encore. C'est qui cette personne auquel vous pensez? C'est Barghouti ou c'est... Non, Barghouti, je ne vois pas non plus. Je vois un seul, mais il a très peu de chances de prendre le pouvoir, c'est Dahlan. Oui, Dahlan, qui était le chef de la sécurité à Gaza. À Gaza, oui, d'accord. Et aussi, c'est un personnage bizarre et douteux, parce qu'il a foutu le camp quand le Hamas a pris le pouvoir à Gaza. Et lui, il était quand même le chef de la sécurité. Il a foutu le camp d'une façon... quelques jours avant, il était parti. Bon, il savait que ça allait faire, probablement. Mm-hmm. Mais c'est un homme qui avait de très bonnes relations avec nous, avec Israël. Et c'est un homme pratique, si je puis dire. Donc, réaliste. Il connaît, il sait ce qui se passe, il comprend très bien qu'il faut finir avec tout ça. Mais moins idéologique, finalement, moins idéologique. Seulement, il n'a pas beaucoup de chance à prendre le pouvoir parce qu'il a été expulsé de Fatah. Et pour l'instant, les gens de Fatah autour d'Abu Mazen sont comme ça. Ils ont les mêmes pensées. Est-ce que quelqu'un voudra vraiment changer? Je ne vois pas. C'est pourquoi on revient toujours au général Dekel.
c'est très bien de parler comme ça, de mettre en 4 pages, c'est une pensée générale. Mais quand vous essayez de pénétrer dans le détail, vous voyez que la situation est beaucoup plus complexe. C'est plus sophistiqué. Mais justement, pour revenir à ce puzzle régional un peu complexe et en pleine effervescence, comme je le rappelais, il y a un élément de taille qui a été cité tout à l'heure, c'est la politique ambiguë de l'administration américaine. En fait, Trump continue le désengagement américain qui a été largement entamé par Obama pendant ses 8 années de présidence à la Maison-Blanche. Et on a l'impression que son annonce de décembre dernier du retrait finalement d'un contingent de seulement 2200 soldats, c'est pas l'armada américaine au Vietnam des années 60, eh bien, malgré tout, ce retrait a accentué la politique du vide qui perpétue la présence russe et lui donne encore plus d'assurance. Et alors la question qui se pose, c'est que est-ce que cette ambiguïté de la politique américaine, ce désengagement qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, a été décidé en fonction d'intérêts socio-économiques et stratégiques américains, les Américains ne veulent plus que ce soit Obama ou Trump, avec son langage à lui, être le gendarme de la région. Est-ce que ce désengagement va pas confirmer et la Russie et derrière la Russie la Chine dans un rôle, puisque la géopolitique a horreur du vide, quand un vide se crée, d'autres remplacent ce vide. Est-ce que c'est pas le risque? Il y a un risque, il n'y a pas de doute. Et nous, on préfère que l'Amérique soit présente dans le Moyen-Orient, parce que l'Amérique, pas seulement c'est une grande puissance militaire, économique, mais l'Amérique est aussi... il représente, dans ce genre de régions qui sont instables, comment dirais-je, pas un moyen, une base de stabilité. Parce que je ne vois pas quand même les Iraniens ou même les Russes ou les Turcs attaquer les Américains directement. Ça ne marche pas. Même s'il y a 2000 soldats, ils ne veulent pas attaquer. Parce que la Turquie, qui est membre de l'OTAN, ne pourrait pas attaquer quand même les soldats américains qui se trouvent dans les régions kurdes. Donc, écoutez, l'Amérique doit rester ici, il n'y a pas de doute. Maintenant, les Américains, après toutes ces guerres atroces au Vietnam, en Afghanistan, en Irak, qui n'ont rien donné, en ont marre. Ils ne veulent pas être les policiers du monde. C'est ce qu'a dit Trump lui-même. Exactement. Alors, nous sommes actuellement dans une situation où l'Amérique essaye de prendre distance de ce genre de choses. Et ce qu'on peut voir, ce qui concerne Trump, il ne veut pas faire de guerre. Pas du tout, ni avec la Corée du Nord, ni avec la Chine, ni avec le Moyen-Orient. Il a bombardé 2 fois, je crois, et ici, la Syrie, puisqu'elle a utilisé des armements chimiques, mais pas de guerre. Ça n'a pas continué. Il a bombardé une fois l'Afghanistan, l'État islamique, vous vous rappelez, avec de très grandes bombes, etc. Donc, Trump se trouve dans la même direction qu'Obama. Seulement, écoutez, il y a autre chose. Il y a quand même une chose quand même qui a changé. Trump est pro-israélien. Alors, il veut défendre Israël, il n'y a pas de doute. Et il veut aussi, probablement, je ne sais pas, trouver les moyens d'arriver un certain règlement entre Israël et les Palestiniens qui sera une réalisation très, très importante, n'est-ce pas? Alors, tout ça empêche pour l'instant les États-Unis de partir complètement du Moyen-Orient. Oui, remarquez que Trump... C'est-à-dire, au niveau stratégique, ils veulent partir. Mais l'histoire d'Israël gêne beaucoup aussi les Kurdes. Les Kurdes, ils ont combattu ensemble avec les Kurdes depuis 5-6 ans. Ils ont fait des choses formidables. Ils ont occupé tout le nord de la Syrie. Ils ont chassé l'État islamique. Alors, les laisser les lâcher comme ça, il y a un problème. Mais il n'y a pas de doute, Trump ne veut pas de guerre. Il ne veut pas de guerre parce que, vous savez, quand il était élu, étant donné sa personnalité, tout le monde a dit, dans quelques semaines, dans quelques mois, l'Amérique sera une guerre avec la Chine, avec la Corée du Nord, dans le monde, on sera la catastrophe. Et tout d'un coup, on ne voit absolument pas.
Oui. Mais justement, il y a quand même une différence que vous rappeliez implicitement, c'est que Obama a mis en place un désengagement américain quand il a constaté que la carte des frères musulmans en Égypte ne marchait pas. Il a changé complètement de registre et il a misé sur l'Iran, d'où l'accord nucléaire de Vienne. Il a misé sur l'Iran pour devenir le nouveau gendarme du Moyen-Orient, ce qui était un pari impensable. Et c'est là que malgré tout, même si Trump a l'air de continuer la politique de désengagement, Trump ne se fait aucune illusion et ne va pas remplacer l'US Army par l'armée iranienne, alors que c'était le dessein d'Obama. C'était absolument fou, finalement, ce qui s'est passé. Complètement. Jusqu'à présent, quand on lit l'histoire de l'époque Obama, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre, tout d'abord, pourquoi il a soutenu les frères musulmans contre Moubarak. Pourquoi ? D'ailleurs, quand on entend parler, et les gens autour de lui, d'Obama, alors les frères musulmans, c'est une association économique, sociale, qui donne, qui aide les pauvres, etc. Alors qu'écoutez, on connaît très très bien, on sait ce que c'est exactement les frères musulmans. C'est la mère et le père de toutes les islam radical moderne, n'est-ce pas? Ça a donné la place à Al-Qaïda, à Shabab, à Boko Haram et tout ça. Il dit non, c'est formidable. Et Obama dit ils vont réparer la façon de penser des Arabes et pousser vers le développement économique et tout ça. Alors, ça, première chose. Et puis après, vous parlez de l'Iran. De l'Iran, on connaît l'Iran, on connaît Khomeini quand il est arrivé, on sait ce qu'il a dit, on sait que l'Iran a fait pratiquement depuis, n'est-ce pas? Il a dépensé quelques centaines de milliards de dollars pour créer tout le potentiel militaire des bombes atomiques qui n'ont pas encore réussi, peu importe, mais les missiles, n'est-ce pas? Et les milices chiites, et le soutien au terrorisme. Hezbollah, des centaines de milliards de dollars. Ils ont ruiné l'économie iranienne, n'est-ce pas? Alors, Obama voulait pas comprendre. Donc, il avait une certaine façon de penser qui était complètement pas réalistique, pas du tout. Et pourtant, il allait. Écoutez, si Obama avait fait le minimum contre l'Iran, n'est-ce pas? Et lors de son mandat, l'Iran ni la Russie seraient entrés dans le Moyen-Orient. Maintenant, pour les sortir, pour les expulser, c'est très difficile, puisqu'ils sont déjà là-bas, ici. Effectivement. Alors, vous parliez de l'Égypte comme justement... Vous êtes un spécialiste de ce pays, vous avez été ambassadeur plusieurs années au Caire. Vous venez d'écrire, de publier dans le Jerusalem Post une analyse fort intéressante qui s'intitule « Des changements d'orientation en cours au pays du Nil ». Qui fait le point sur certaines réformes institutionnelles. Alors expliquez-nous ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au pays du Nil, un pays important qui est allié à Israël? Oui, très important. C'est un pays le plus grand du Moyen-Orient avec 100 millions d'habitants actuellement. 1 million de bébés égyptiens qui naissent chaque année? Non. Plus 1,2 million? Non. 1,5 million. 2,5 millions. Ah bon, alors j'ai des vous vous rendez compte? Alors n'importe quel développement économique ne peut pas. C'est l'Inde du Moyen-Orient. C'est grand. Et c'est ça la vraie lutte des Sisi. C'est ça. D'ailleurs, il a fait un effort au point de vue économique remarquable, n'est-ce pas? Et la croissance a repris. La croissance a repris et depuis 2 ans, c'est à peu près au 4 à 5% par an. C'est très important. Ils espèrent arriver à 7-8% de 2-3 ans. C'est très, très important. Mais il faut que ça continue pour encore 15 ans pour que ça soit plus fort que la naissance, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible? Probablement non. Mais enfin, il fait vraiment le maximum, il n'y a pas de doute. Il faut comprendre cela. Maintenant, au même temps, il a des problèmes. Il a des problèmes extrêmement graves. Tout d'abord, le problème de sécurité qui commence au nord de Sinaï avec l'État islamique, qui vraiment, il a du mal à la réprimer, à l'arrêter, etc., etc. Il a fait pas mal de choses. Il y a beaucoup moins d'attaques, mais ça continue toujours. De temps à autre aussi, il y a des attaques dans l'Égypte même. C'est très embêtant parce que ça rend l'Égypte un peu instable. Et pourtant, il a rétabli, lui, par sa personnalité, par les réformes économiques extrêmement importantes qu'il a fait, il a rétabli
c'est la stabilité politique de ce pays. Maintenant, écoutez, actuellement, ce qu'il veut, il veut changer la Constitution de façon qu'il reste au pouvoir jusqu'à 2034 pour pouvoir compléter ces réformes. C'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on ne sait pas, ça peut retomber dans une dictature terrible. Et voilà, donc il y a des points de dérogation, mais il fait le maximum pour sauver l'Égypte. Et il coopère avec Israël, c'est très important parce que nous avons les mêmes intérêts contre l'islam radical. Alors, on arrive presque au terme de cet entretien, mais j'ai une dernière question plus globale qui peut-être va prendre non pas à revers, mais va remettre sur le tapis les fondements de l'analyse dont on parlait tout à l'heure. Sur un plan plus général et global, est-ce que vous pensez qu'Israël, aujourd'hui, se trouve en bonne posture géostratégique et militaire face à tous ses ennemis qui pullulent dans la région? La situation n'est pas si mauvaise que ça, d'après vous? Écoutez, actuellement, quand nous regardons Israël dans les derniers jours, ouais. Alors, nous avons fait atterrir un satellite sur les... Enfin, il est en chemin. On va le faire atterrir, il est déjà là-haut. Il a été redressé là depuis 2 jours. Écoutez, il y a 3-4 pays sur la Lune, d'aller sur la Lune. Il y a 3-4 pays qui ont pu le faire, mais nous le ferons. Et hier, on a eu les Oscars. Et avant-hier, on a eu les prix de Berlin. Etc., etc. Nous participons dans les plus grandes expositions sur la high-tech dans le monde et nos compagnies, ils se présentent là-bas par des centaines. Il y a 100 compagnies, 150 compagnies israéliennes. Donc, écoutez, avec tout cela. Et puis après, notre armée est très développée, très forte, très entraînée. Et notre économie est formidable. Et malgré toute la crise économique, elle continue à pousser d'une façon entre 2 et 4% par an. De ce point de vue, ça va. Nous, entre nous, on se bagarre parce que nous sommes juifs, on se bagarre tout le temps. Mais le développement économique et social et militaire et scientifique d'Israël est quelque chose de formidable. Il faut le comprendre. Ça existe, c'est une réalité. Et j'espère que ça va prendre le dessus sur nos débats intérieurs qui sont vraiment pas beaux. Des débats personnels, idéologiques. Oui, et tout ça. Alors qu'on s'approche des élections, vraiment, ça devient extrêmement grave. C'est dommage. Ça doit s'arrêter quelque part parce qu'actuellement, on parle plus des valeurs, on parle plus de politique, pas de programme. On parle uniquement des individus qui a fait plus de mal quand il était jeune, et des abus sexuels, etc. Vraiment, ça n'a rien à voir avec gouverner un pays. Ouais, écoutez, c'est sur cette note optimiste et sur ces conseils précieux que nous terminons notre entretien. Je vous remercie, Zvi, et merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.